dernière ligne droite de cette matinée, petit temps de restitution. Et quand je dis petit temps de restitution, il faut considérer que voilà, on est ensemble depuis 9 heures ce matin, donc on a déjà beaucoup d'informations, beaucoup d'apports, beaucoup d'échanges. C'est vraiment que chacun puisse repartir d'ici en ayant aussi une vision globale de ce qui s'est dit dans les différents ateliers. Et je vais euh, du coup inviter les personnes qui ont soutenu l'animation ou les animateurs à pouvoir restituer le temps de 2 minutes ce qui s'est dit dans leur atelier et pour rendre ça le plus intelligible possible, parce que l'exercice est toujours délicat, ce que je vais faire, c'est je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez avoir le support des prises de notes qui ont été réalisées euh, par ces personnes-là. Hop, c'est parti. Premier atelier, donc on revient à la première séquence de tout à l'heure. On était sur l'atelier qui était les possibilités d'intégrer l'approvisionnement local dans les marchés, avec Jean-Christophe Caroul et le soutien de Pierre Roger. Je ne sais pas qui de vous deux veut nous restituer. Voici ce que vous avez restitué. 2 minutes chrono, pas plus. Et puis comme ça nous laissera éventuellement le temps d'une ou deux questions si on tient le timing. Voilà, on aura une trame de restitution identique. Quels enjeux, quelles solutions, exemples de succès. Voilà, vous l'avez à l'écran. Quelques mots, Jean-Christophe, pour parler de cette production. Très rapidement, donc désolé, je ne suis pas expert du thème, mais en gros, voilà, c'est un enjeu évident pour les producteurs, ça fait plus de débouchés, des produits de qualité, des fournisseurs locaux évidemment, éviter la multiplication trop importante des fournisseurs pour le gestionnaire des cantines aussi. Alors, évidemment, ça explique un peu la mobilisation politique sur ce sujet aujourd'hui. Alors les solutions, plusieurs ont été évoquées par Xavier de la région. Il y a besoin éventuellement de groupements d'acheteurs pour partager des expertises. Voilà, besoin de se regrouper, d'échanger, de collaborer au niveau des acheteurs publics. Il y a différentes possibilités offertes par les marchés publics. On en a évoqué certaines. L'allotissement des marchés en fait partie. Le sourcing, évidemment, bien préparer son besoin, c'est déjà une forme comment dire, de mise en compétition des différents fournisseurs et puis de négociation. Les critères, évidemment, dans les cahiers des charges, saisonnalité, traçabilité des denrées, les clauses. Alors, Xavier évoquait la dégustation à l'aveugle ou la visite de ferme qui serait proposée dans les cahiers des charges. Et puis l'accompagnement par des acteurs institutionnels qui est incontournable aujourd'hui, comme les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, et différentes associations comme AproBio, Bio en Hauts-de-France, sur la région. Voilà rapidement ce que je pouvais Merci. dire sur ce... Merci. On va faire la même chose avec l'atelier numéro 2 qui était sur le rôle que peut jouer l'ESS dans la restauration collective. Je vais vous présenter. J'ai invité soit Yannick Leroy, soit Mélanie Brunval à nous faire une petite explication de ce qu'ils ont produit, des faits marquants de leur atelier. C'est parti. Oui, rebonjour à tous. On était un petit peu interrompus dans le timing. Encore désolé pour la FEJ qui n'a pas pu terminer. Euh, les enjeux, c'est lié l'approvisionnement bio local et l'insertion. Donc, ça fait partie des enjeux qui sont essentiels. La commande publique doit être le levier de la transition écologique et solidaire, donc permettre aux acteurs de l'ESS de pouvoir intégrer la commande publique. Les solutions, c'est échanger, construire avec les parties prenantes, c'est-à-dire connaître sur son territoire les structures de l'ESS et structures du handicap ou de l'insertion qui permettraient de répondre à la commande publique. On a quelques exemples de succès avec la cuisine centrale de Grande-Sainte qui est approvisionnée chez nous par les papillons blancs. Donc 70 salariés et 15 encadrants. On a une coopération sur le plan local pour avoir l'annuaire, un peu la cartographie de ce qui se passe en termes d'insertion et de handicap avec l'APES, donc, qui a été présentée par Pascal Desrumeaux. Et enfin, la FEJ pour l'approvisionnement en légumes et en paniers solidaires, donc, qui nous a présenté brièvement, on va dire, du coup, sa légumerie. Merci beaucoup. Le troisième atelier était sur la lutte contre le gaspillage et je vais laisser Clovis ou Géraldine Beer
nous participer le Je rendu. vais prendre la main. Par contre, j'avais envoyé un mail. Ouais, Ok. le voici, je l'ai Impeccable. tant bien que mal mis en Parfait. forme. Peut-être qu'il manque le bas de l'affichage. Parfait. Ouais, je me suis permis de subtiliser les bonnes slides de Eliane Métro et de Stéphanie Varlet. Pardon, oui, Stéphanie Varlet, qui sont intervenus. Donc, le gaspillage alimentaire, quels enjeux? Bah, c'est assez simple, hein. On voit qu'on est autour de 120 grammes de quantité gaspillée chaque année. Enfin, pour chaque couvert, ce qui représente un gros volume. On voit qu'il y a des disparités entre les quantités, et entre les types de restauration, qu'on soit sur de la restauration scolaire, de la restauration professionnelle ou de la restauration plus, sanitaire et sociale, enfin médicale. Les volumes ne sont pas les mêmes, ce qui fait un gros paquet au final. Ce qu'on voit aussi, c'est que de part et d'autre, en fait, le gaspillage peut intervenir à n'importe quel moment du processus, que l'on soit au niveau de la production, de la consommation, en début ou en fin, enfin plutôt la mise dans les assiettes et en fin de consommation. Il y a des leviers, partout. Quelles solutions? Alors, il y a toute une, tripotée de solutions avec des guides qui existent là-dessus et je vous renvoie sur les guides de l'ADEME qui sont très pertinents, très percutants. Sur la gestion des petits gros appétits, la gestion durable, le principe, enfin travailler sur le pain, la découpe des fruits. On a même, une idée de panier anti-gaspi. C'est un doggy bag mais qui est directement pris dans alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les bacs alimentaires, en cours de restauration et voilà donc et il y a tout un travail et pas mal de solutions et notamment un bon exemple que je vous invite à suivre et Madame Varlet se propose avec ses équipes, les équipes de la ville de Roubaix, de vous donner plus d'éléments puisque eux ont réussi entre 2017 et 2019 à baisser, de 50 grammes de gaspillage par couvert avec, comme, mot-clé, comme lettre d'or comme mot d'ordre, c'est vraiment un diagnostic initial, connais-toi toi-même et c'est là où tu sauras comment faire pour réduire, ton gaspillage alimentaire. Merci. Je passe à la slide suivante. Ça en faisait partie aussi? Ça, je l'ai évoqué, très C'est bon. rapidement, Excuse-moi du coup pour le suivi. pas de souci. Euh, Atelier suivant, on est passé, hop, pardon, on est passé sur du coup la deuxième série d'ateliers, atelier animé par Mélanie avec le soutien de Yannick Leroy, l'approvisionnement de qualité biolabel. Hop, je découvre en même temps que vous, c'est les joies des fichiers collaboratifs. Voici ce qui t'a restitué cet atelier. Qui est-ce qui veut nous donner quelques mots sur cet atelier? Alors du coup, je vais faire une restitution de l'atelier. Donc, les enjeux que l'on a identifiés dans l'atelier, bah, c'est déjà une demande réglementaire de la loi Egalim qui demande à ce qu'il y ait 20% de bio minimum et 50% de produits de qualité. Ensuite, le deuxième enjeu que l'on a observé, c'est comment intégrer le localisme dans les produits de qualité, comment faire en sorte que ce soit des produits locaux. On a identifié tout un tas d'enjeux, hein, comme comment maîtriser son budget. On a l'impression que les produits de qualité peuvent être plus chers, mais on verra qu'il y a des solutions. Et comment accompagner les acteurs, les producteurs pour qu'ils valorisent leur travail en fait. Donc parmi les solutions, donc on a identifié des critères qui peuvent être intégrés dans les cahiers des charges, comme le respect du bien-être animal, des choses comme ça. Il est très important de faire du sourcing pour être bien en cohérence avec l'offre locale. Et on a vu qu'il y avait une diversité importante de démarches de qualité et on a des pistes vers lesquelles se tourner. En ce qui concerne la maîtrise du budget, on peut avoir une consommation différente, donc diminuer la quantité pour éviter le gaspillage alimentaire, avoir des produits de saison, mais aussi utiliser des protéines végétales comme les légumineuses par exemple. Et dans les exemples de succès, je dirais que les 3 structures qui sont intervenues dans cet atelier
répertorient les acteurs et ont donc des annuaires qui facilitent l'interconnaissance et qui aident les acheteurs à se tourner vers des producteurs qui sont déjà identifiés avec des coordonnées et ça facilite le sourcing. Voilà. Et on va passer à l'atelier numéro 2 sur l'après-plastique dans la restauration collective. C'est parti. Alors, Bille c'est moi qui m'y colle. Hein, Jean-Christophe. C'est voilà, parti. si tu veux bien afficher le. C'est parti. Voilà. Donc, un atelier sur la problématique du plastique. Alors, moi, ce que j'ai pu noter dans les enjeux, déjà, que le sujet est arrivé un peu vite sur la table, même si c'était des sujets qui étaient un peu dans les radars. Hein. Question technique qui n'est pas évidente pour les gestionnaires de cantine, donc une vraie acculturation à faire. Ok, je recommence peut-être pas, non? Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, néanmoins, un vrai sujet sanitaire, hein, puisque la migration est avérée des substances du contenant vers le contenu, en plus importante, puisque ça touche un public cible pour les cantines scolaires avec les enfants qui sont en période de croissance. Au-delà de cette irruption du sujet avec la loi Egalim, d'autres réglementations remettent une couche sur cette nécessité d'abandonner le plastique, notamment la loi sur l'économie circulaire, puisque on est face à une matière non recyclable et on a toute une série d'interdictions qui sont programmées avec plusieurs dates échelonnées. Alors, au niveau des solutions, en réalité, j'ai plutôt évoqué presque des non-solutions, ou en tout cas des problématiques qu'il faut traiter dans les solutions, hein, puisque des matières alternatives qui peuvent paraître alternatives sont elles-mêmes problématiques. Les bioplastiques sont aussi toxiques quand ils sont chauffés. Les contenants en cellulose, à un moment, contiennent des matières, les amalgamés qui posent problème. Voilà, donc on est un peu à la recherche du matériel miracle. Et on a aussi potentiellement des injonctions contradictoires parce que le plastique avait son intérêt d'être une solution sanitaire par rapport à la problématique de la contamination bactériologique en tant que contenant à usage unique. Et derrière, s'il faut changer, c'est pas juste changer le contenant, il faut réfléchir plus globalement, hein, réfléchir sur l'ensemble des processus et sur toutes les pratiques qui sont associées avec derrière de vrais sujets par rapport à l'investissement, par rapport au coût humain également, puisque derrière, il peut y avoir des sujets, notamment si on change les contenants légers par des contenants plus lourds, ça pose des questions de manutention. Je t'invite à faire assez court pour finir le résumé. Oui, alors très rapidement, donc des démarches d'accompagnement qui existent, hein, pour être un peu dans ces recherches de solutions. Dans ce que j'ai mis dans la colonne succès, c'est que voilà, ces recherches, enfin ces démarches portent leurs fruits, hein. Il y a beaucoup de tests qui sont en cours. Dans des démarches, la démarche Mon Resto Responsable, beaucoup de sites qui se sont engagés. Et puis, quand il y a des changements, des satisfactions de la part des usagers, même si parfois il y a d'autres sujets indirects qui reparaissent, hein, parce que quand on enlève le plastique pour mettre par exemple de la vaisselle en porcelaine, ça pose la question de l'usage des produits lessiviels. Merci bien. Et 6e et dernier atelier, on aura une restitution sur l'anticipation, l'évaluation fine des besoins et de la gestion des approvisionnements. Est-ce que c'est compatible avec l'achat local? Pour cet atelier, une restitution qui peut être faite par Marie Décima ou Clovis Savon en fonction. Je vais commencer, puis Clovis il ajoutera des choses. L'enjeu, c'était de cet atelier, l'enjeu, c'est de faire en sorte comment dire, d'aider à la planification agricole des agriculteurs, donc faire en sorte de prendre en compte le temps long d'une récolte dans l'achat de la restauration collective. Et donc, c'est de prévoir, par exemple, des menus un an avant pour aider l'agriculteur à se préparer à
préparer sa production. L'autre enjeu, c'est finalement de soutenir l'agriculture locale et d'avoir des filières locales et bio dans l'anticipation qui se créent. Et un autre enjeu, c'est qu'on ait des enfants finalement qui mangent des produits de qualité. Alors les solutions, c'était, Sophie utilisait le mot de médiation de travail, c'est en gros permettre la rencontre entre les agriculteurs et la restauration collective pour plusieurs raisons. Donc souvent, on va parler de la connaissance des volumes, savoir voilà, quel est le besoin de la restauration collective, le volume, la qualité, à quel moment on peut produire tel produit. Mais c'est aussi, quand on parle de médiation de travail, de bien identifier quel est le besoin des uns et des autres, quel est le besoin de l'agriculteur, comment, voilà, son besoin par rapport au temps long de sa culture, et aussi la restauration collective. Si on prend l'exemple, ben voilà, si on demande 500 kilos de carottes et qu'il y a des fans et de la terre, ben en fait, au final, c'est pas le même poids et ça peut mettre enfin, voilà, il n'y a pas la quantité suffisante. Donc, c'est bien de faire comprendre ces différents éléments, ces pratiques de travail, pour que les uns et les autres puissent s'adapter, une vraie rencontre. Et ensuite, ce qui était alors, dans les exemples de succès, donc c'était la ville d'Amiens qui était intervenue avec Bio Hauts-de-France. Ils nous ont donné des exemples de succès qui étaient vraiment intéressants. C'est le retour au sens. Sophie Roseblack avait raconté l'histoire de finalement de jeunes maraîchers proches de la ville d'Amiens qui avaient retrouvé du foncier pour s'installer, qui finalement ont approvisionné la restauration collective dans laquelle les enfants de ces maraîchers venaient manger. Donc voilà, c'est une sorte de... C'est vraiment, ça donne du sens. Et aussi le fait que, ce que disait Christophe de Meyer, le fait que les cuistots au départ, les cuisiniers, c'est un peu voilà, changer leurs pratiques, mais c'est aussi cultiver, en tout cas cuisiner des légumes qui ont du goût, qui sont de qualité. Ça, c'est retrouver du sens aussi pour ces professionnels. Et voilà un peu, bon, et ça c'est l'exemple de succès. Et puis donc retrouver du sens, c'est surtout ce qui est revenu aussi, c'est ce besoin de transversalité. Voilà, de travailler aussi bien, enfin voilà, qui est vraiment une transversalité aussi bien dans la Restauco, dans l'organisation, mais aussi le lien avec le monde agricole. Et bon, on a vu l'exemple de création de filières, notamment de filières pain bio, donc cette transversalité aussi rencontre le territoire, les acteurs du territoire sur d'autres filières, donc des filières comme le pain bio, enfin de pain bio, c'était voilà, c'est ce qui a pu être créé dans ce projet. Je ne sais pas si Clovis, peut-être. Oui, tu as quasiment tout dit. Petite précision que j'ai retenue qui me paraît intéressante aussi, c'est que quand on arrive à certains volumes, l'agriculteur seul ne peut pas assumer à la fois la réponse aux appels d'offres et puis garantir les approvisionnements et puis les livraisons et puis tout assurer, tout assumer lui-même. Donc c'est bien qu'il y ait ces peut-être structures intermédiaires comme la SIC dont on a parlé, qui viennent assurer, qui viennent apporter le soutien et avoir l'ingénierie aussi pour répondre et remporter les appels d'offres pour garantir cet approvisionnement local. Merci à vous. Il est 12h59. Je vais laisser la parole à Pierre pour clore cette session. Avant ça, déjà, moi, je vous remercie et je vous remercie aussi de votre bienveillance pour les quelques petits couacs qu'il y a pu y avoir sur la partie technique dans l'animation. Avant de nous quitter, je vous inviterai également à bien vouloir renseigner un dernier petit questionnaire, qui est un petit questionnaire d'évaluation de la séance et un petit feedback en mode, comme on a fait la météo tout à l'heure, c'est de se dire, tiens, si on voulait recueillir un nuage de mots qui parle de comment on se sent à l'issue de cette séquence, eh bien, vous allez pouvoir faire tout ça via Mentimeter en utilisant le même code que tout à l'heure, le même outil que tout à l'heure. Et voilà, je vous le partage à l'écran. Vous avez voilà, une évaluation de la session qui vous est proposée. Hop, je le mets comme ça pour ceux qui veulent utiliser le QR code. Et Pierre, je te laisse la parole pour terminer cette session. Merci Olivier. Bah, écoute, je me joins à tes remerciements, remercier tous les participants, remercier tous les intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu. Bon, je vois dans les échanges sur le chat que les gens laissent leurs coordonnées,
leurs propositions de services, etc. Donc c'est super, je pense qu'on a atteint l'objectif ce matin de mieux comprendre le contenu de la loi Egalim, de voir comment on pouvait y répondre quand on est acheteur public. Et on a découvert peut-être d'autres expériences de territoire, des témoignages. Donc voilà, donc super, on a tenu le temps, donc félicitations à Olivier. Merci au CERD également, encore une fois, pour sa collaboration sur ce webinaire. Merci à Sucre ici pour son accueil et sa mise à disposition d'outils techniques. Voilà, si vous ne le savez pas encore, il y a une exposition en ce moment consacrée à l'alimentation. Tout un cycle de conférences justement qui est prévu sur ce sujet dans le Dunkerquois. Donc n'hésitez pas à regarder le programme de la Halle au Sucre. Et puis voilà, que dire de plus? Bon appétit à tous, évidemment, un repas bio et local. Voilà, je vous mets juste le dernier slide si vous voulez bien. Un petit mot avant de partir, comment je me sens à l'issue de cette réunion. Ben voilà, ça arrive. Merci à vous. Bon appétit. Au revoir. Pierre, est-ce que tu es ici encore? Oui. Alors, hop, j'ai arrêté le partage. Juste pour répondre aux questions que tu m'as posées sur l'enregistrement des sessions, parce que je pense que ça peut intéresser les autres animateurs. Il y a deux options. Je n'ai pas... Attendez, je vais couper déjà mon enregistrement.